Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la mémoire vivante et à la pensée critique, culture, médias, Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers l'érudition et l'audace intellectuelle d'un penseur exceptionnel, Mohamed Harkoun, philosophe, professeur de littérature arabe, penseur libre. Il a consacré sa vie à déconstruire les conformismes et à redonner souffle à la raison critique dans le monde arabe et au-delà. Ensemble, nous allons parcourir son itinéraire, ses inspirations, ses maîtres, ses colères et ses espérances. Harkoun, c'est une voix qui interroge, qui dérange, qui éclaire, une voix qui nous invite à transgresser, déplacer et dépasser les frontières du savoir. Professeur de littérature arabe, intellectuel et philosophe, né en 1928, décédé en 2010, auteur d'une trentaine d'ouvrages dont Contribution à l'étude de l'humanisme arabe au IVe, Xe siècle, La pensée arabe, Lecture du Coran et Humanisme et Islam, Combat et Proposition. Je n'ai jamais rencontré Mohamed Harkoun avant ce jour ensoleillé de mai où nous nous sommes entendus pour évoquer son parcours et gamberger autour d'un café sur des questions trop sérieuses, des sujets convoquant l'histoire, l'anthropologie et la sociologie. Élégamment accoutré d'un costume bien coupé, une chevelure blanche trop bien coiffée, cet homme d'une politesse extrême, au sourire infini, maîtrisant 4 langues, le kabyle, le français, l'arabe et l'anglais, se lance tel un fleuve tranquille dans une discussion sur des thèmes relevant de l'épistémologie et de la philosophie. Il parle, n'arrête pas d'évoquer, lui l'élève pauvre d'une école rachitique d'un village reculé, Taourir Mimoun, ses anciens instituteurs, monsieur et madame Boucher, qui lui ont permis de savourer le savoir et de s'intéresser aux choses abstraites. Ses parents qui se sont sacrifiés pour qu'il aille à Oran puis à Alger avant d'atterrir enfin dans la prestigieuse université de la Sorbonne où il devint maître assistant puis professeur. Il célèbre dans un entretien les vertus d'une période qui permettait aux enfants de pauvres de fréquenter l'école alors qu'ils étaient en haillons. Il témoigne ainsi de ces moments qu'il savoure tendrement. On sait, dit-il, que les instituteurs de la Troisième République conjuguaient les vertus de la laïcité et la bonté scrupuleuse des missionnaires chrétiens. Ils partageaient la vie frugale et rude des montagnards kabyles coupés de tout, car les déplacements se faisaient à dos d'âne ou de mulets pour les rares nantis. Il est vrai qu'ils étaient récompensés par les performances étonnantes de leurs élèves qui ne recevaient pourtant aucune aide, de leurs parents, majorité analphabètes. À l'université, il choisit de s'intéresser aux secrets de la langue arabe et de ses littératures, et de tomber éperdument amoureux de cette période singulière qu'on appelle communément l'âge d'or arabe ou l'âge d'or andalou, où trônaient Ibn Rushd et Ibn Sina, deux phares de la pensée critique,
aujourd'hui oubliés, excommuniés pour laisser place à des discours dogmatiques. Il était fasciné par ces maîtres qui représentaient la crème de l'intelligentsia parisienne. Il se met à parler avec une extraordinaire nostalgie, une admiration sans faille de ses professeurs de la Sorbonne qui lui ont appris à oser, à questionner les faits et les choses et à ne pas craindre de réinterroger les espaces conceptuels dominants. Il parle ainsi justement de ce type de rapport. J'ouvre les guillemets. J'ai eu de grands maîtres comme enseignants, de vrais connaisseurs de la langue et de la culture arabe. Charles Pella, Robert Brunswick, Régis Blacher et Claude, et Claude Cahn. Les débats n'en finissaient pas. Tout devenait sujet à exploration critique. C'est ainsi que j'ai cherché à connaître les facteurs religieux, culturels, politiques et démographiques qui ont conduit à la régression du champ intellectuel. C'est ce que j'ai appelé la sociologie des échecs, des ruptures, des oublis, des éliminations dans l'histoire arabo-islamique. Ferme les guillemets. Mohamed Al-Koun, qui a une véritable connaissance de la culture arabe, l'un des grands connaissances et connaisseurs de cet univers, pioche là où ça fait mal. Il date la régression de la pensée philosophique arabe à 1198, année de la mort d'Ibn Rushd. Il explique ce fait en faisant appel à la dimension historique, lui qui n'aime pas cette vision essentialiste de certains chercheurs, dénaturant ainsi la connaissance scientifique. Aujourd'hui, dans les sociétés arabes, le regard essentialiste semble prendre le dessus, notamment depuis l'apparition du courant wahhabite à partir du XVIIIe siècle, condamnant la langue arabe qui a été un outil extraordinaire de savoir. Il cligne des yeux et continue sans raisonnement. Il dit ceci. La langue arabe qui a été pendant la période allant du 7e au XIIe siècle, l'instrument de communication privilégié de tout le monde méditerranéen a connu une sérieuse régression. Le wahhabisme va contribuer à cette régression, abandonnant la doctrine pluraliste caractérisant les territoires de la pensée classique arabe. Il développe ainsi, dans un entretien, sa vision de la langue arabe et de l'humanisme d'une période apparemment révolue. Voilà ce qu'il dit. J'ouvre les guillemets. J'ai dit que l'arabe était également utilisé par des juifs, des chrétiens et des musulmans, par-delà les appartenances ethniques et religieuses. Le grand penseur juif Maïmonide, mort en 1204, contemporain d'Ibn Rushd, a écrit ses grandes œuvres en arabe. C'est une des raisons qui permet de parler d'humanisme nourri de philosophie grecque. Le visage d'Al-Koun s'illumine quand j'évoque le nom d'Edouard Saïd, penseur, spécialiste de littérature comparée, palestino-américain, qui a entrepris un travail fondamental d'exploration des différents espaces épistémologiques dominants et d'un questionnement des sociétés arabes contemporaines. Voilà ce qu'il dit d'Edouard Saïd. Edouard Saïd a énormément apporté à la réflexion. Il a réussi la gageure de contester les territoires dominants de la pensée occidentale, tout en se refusant de tomber dans une vision trop particulariste. Il a dépassé ce regard linéaire de l'histoire propre à certains intellectuels arabes. Al-Koun va justement dans la même direction que Saïd, en proposant une réécriture de l'histoire, toute l'histoire des systèmes de pensée, de leurs expansions,
et de leurs impacts dans l'espace méditerranéen, comme il le disait à un de ses intervieweurs, lui qui a opté dès ses premiers pas, dès ses premiers travaux, pour une perspective déconstructiviste qui nous fait penser à Jacques Derrida, dont il a toujours admiré la démarche. Alcuin sourit tout seul, se met à monologuer, tel un personnage sorti tout droit d'une pièce de William Shakespeare. Revient en arrière à ses premiers moments de questionnement critique, à sa relation avec la langue arabe et à l'écrivain égyptien Tahsin. Savez-vous que j'ai interrogé dans mon mémoire de maîtrise à la Sorbonne l'aspect réformiste de l'œuvre de Tahsin, ce philosophe qui a été violemment pris à partie pour avoir parlé de la régression, des retards de la pensée et de la langue arabe. Je me souviens que lors d'un des séminaires de la pensée, sur la pensée islamique, on m'avait assimilé à Tahsin et on m'avait fait subir des misères alors que j'avais développé tout simplement un discours critique qui s'accommode mal avec le conformisme ambiant. Son teint s'assombrit dès qu'il évoque le séminaire sur la pensée islamique organisé à l'époque par le ministère des Affaires religieuses. Il n'avait pas supporté les attaques injustes dont il avait fait l'objet, il ne s'attarde pas sur ce fait pour poursuivre son discours sur les possibilités offertes pour remodeler la pensée critique tout en interrogeant la question de l'altérité. C'est vrai que la question de l'altérité est complexe. Il apporte d'ailleurs une critique fondamentale d'Emmanuel Lévinas et de Paul Ricoeur qui construiraient leur discours sur l'altérité à l'orée du déni de l'islam, inscrivant leur pratique exclusivement dans la logique entre guillemets judéo-chrétienne, même s'ils cherchent à créer une sorte de phénoménologie de l'altérité qui serait humaine ou universelle. Cette critique est essentielle, ne rejetant nullement les apports de toutes les cultures humaines. Mohamed Harkoun s'en prend au discours de monuments de la culture européenne, monuments entre guillemets bien entendu, de la culture européenne qui partiraient dans leur construction herméneutique volontairement ou involontairement du terreau chrétien, appelant philosophes, sociologues, historiens et chercheurs, et je cite Harkoun, à réécrire toute l'histoire des systèmes de pensée. Et je ferme ici les guillemets. Il s'arrête un moment, scrute l'horizon comme s'il cherchait une quelconque réponse d'un ciel trop bleu, apparemment attentif à ces mots faits d'histoire et d'une syntaxe singulière. Il claque ses doigts, puis continue à parler de la nécessité de redéfinir la pensée arabe, trop prisonnière à son goût du conformisme ambiant. La profonde interrogation des outils conceptuels dominants, entreprise radicale, serait selon lui d'une nécessité absolue. Mais il doute que l'état déficient de la recherche dans les pays arabes la permette, même si, reconnaît-il, des penseurs comme Hacine Marwa, Taïb Tazini, Abdullah Al-Arawi, Jabiri, Mustafa Al-Sharaf, Hicham Jaïd ont énormément apporté un possible renouvellement de la pensée critique. Il se lance dans une attaque en règle contre les universitaires et les universités arabes trop en retard par rapport aux établissements de l'enseignement supérieur en Europe et aux États-Unis. Il s'interroge ainsi. Les universitaires arabes et musulmans, trop marqués par le confort de la paresseuse reproduction de valeurs dominantes, considérées comme universelles, sont-ils à même d'élaborer de nouvelles constructions
théoriques en fondant leurs recherches à partir d'un questionnement des espaces culturels universels, excluant tout déni de l'autre, osant élaborer une autre relation avec la question si complexe de l'altérité. Je ferme les guillemets. Cette question semble essentielle dans le travail d'Al-Kun, qui n'a de cesse de parler des retards de l'univers intellectuel arabe. Mohamed Al-Kun n'est nullement un régionaliste ou un adepte du particularisme. Il sait que tout pourrait s'expliquer par le recours à une logique historique. Je suis fasciné par sa manière de parler, ses gestes amples et précis et sa rigueur mathématique. En le regardant, les yeux dans les yeux, je me suis rendu compte que cet homme était, pour reprendre le grand poète turc Nazim Hikmet, un véritable paysage humain, qui n'a pas besoin de reconnaissance officielle, mais plutôt d'une reconnaissance de ses pairs. Il a cette reconnaissance. Il n'a pas besoin donc de reconnaissance ni à Paris, ni à Alger, Rabat, Beyrouth, Washington ou ailleurs. Ceux qui voudraient l'embaumer en quêtant de tardive reconnaissance contribueraient à souiller sa mémoire, alors que ce grand intellectuel, qui a passé toute sa vie à interroger les lieux les plus délicats de la sphère musulmane et de la pensée humaine, est à l'origine de grands débats. Loin des simagrées des exilés, entre guillemets du troisième type, maintenant leurs fesses entre plusieurs chaises, voulant profiter sans effort de la rente ici et là-bas, faisant de l'Algérie leur fonds de commerce fétiche. Al-Kun était un véritable quêteur de sens, un intellectuel qui osait porter un regard critique sur le parcours euh, des espaces arabes, islamiques, loin des troupes essentialistes, figeant toute posture scientifique, mais en interrogeant l'histoire, empruntant les chemins ouverts par l'école des annales, usant de sa triade préférée, transgression, déplacement et dépassement, engendrant ainsi la production d'un nouveau sens, d'une nouvelle attitude critique, déconstruisant sciemment le discours pour en ressortir un lexique drapé d'une enveloppe sémantique nouvelle, née justement de cette interrogation approfondie d'un langage souvent atrophié, connaissant de sérieux dérèglements. C'est une véritable bataille du sens, une révolution sémantique mettant en danger ces bricolages biologiques, ou plutôt idéologiques, espace privilégié du conformisme faussement scientifique de zélateurs médiocres peuplant de nombreuses universités, incapables de développer un raisonnement critique. C'est l'image d'un véritable perturbateur, pour reprendre ce mot de Kateb Yassine que je retiens de cet homme qui m'a impressionné par sa grande culture et sa légendaire modestie. Il ne cesse d'évoquer cet âge d'or qui a fait les lumières de l'époque. Al-Kun parle justement de raisons critiques, non pas de raisons aristotéliciennes ou cartésiennes, mais cela ne veut nullement dire qu'il rejette ses apports fondamentaux, d'ailleurs repris par les philosophes de l'âge d'or de l'islam, 8e, 15e siècle, dont il vante souvent les mérites d'une extraordinaire ouverture. Aussi met-il en pièces les discours nationalistes et wahhabites, mais également les attitudes de certains orientalistes européens. C'est dans ce sens que son discours, au même titre que ceux d'El Jabiri, Mrawa, ou Tizini, Fanon
Édouard Saïd, est singulier, empruntant une perspective mathématique, interrogeant les paramètres culturels, sociaux, politiques et religieux, nous donnant à voir les lieux réels présidant à l'évolution du monde musulman avec ses régressions et les nouvelles attitudes culturelles d'aujourd'hui. Il rend ainsi, avec cette linéarité narrative caractérisant les travaux de certains orientalistes et les traits musulmans, se satisfaisant d'une plongée essentialiste, décontextualisant ainsi les faits, les isolant de leurs conditions de production et d'énonciation. Mohamed Al-Koun me regarde fixement et me dit, en souriant, qu'il a toujours admiré les grands poètes, qu'il a toujours voulu ressembler à Amr al-Qais ou al-Mutanabbi. Il me salue et s'en va sur la pointe des pieds en grand homme. Ce texte est tout simplement une invitation à relire Al-Koun, non pas comme une figure figée, mais comme une voix toujours vivante, exigeante et lumineuse. Sa pensée, nourrie de transgressions, de déplacements et de dépassements, demeure une clé pour comprendre les retards, les fractures et les possibles renaissances de la pensée critique dans le monde arabe et au-delà. Merci beaucoup, chers amis, de m'avoir écouté. Euh, je crois que nous avons tenté d'apporter quelque chose, certaines réflexions sur cet homme qu'il faudrait aussi interroger, avoir un regard critique aussi sur sa pensée. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que disent les uns ou les autres, mais d'avoir une distance avec leurs pensées tout en les interrogeant. Et merci beaucoup, chers amis.